Bonjour, donc avec cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est une vidéo de réponse aux commentaires qui ont été postés sur cette vidéo. Les Français fuient la France, ils votent avec leurs pieds. Alors pourquoi cette vidéo spécifiquement? Eh bien parce que, comme vous pouvez le constater, en fait, il y a eu énormément de commentaires, hein. Il y a eu quelque chose comme 340 commentaires. Voilà, 340 commentaires. Il y a eu 8400 vues, ce qui est vraiment absolument incroyable, hein, pour une chaîne qui a juste 450 abonnés. C'est vraiment incroyable. En 5 jours, il y a eu plus de 8000 vues. Il y a eu 262 likes. Bon, et donc c'est vraiment des résultats qui ont été très impressionnants. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je publie une, euh, une vidéo dans laquelle j'allais traiter des commentaires, des remarques qui ont été faites sous la vidéo. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Donc ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est pour ça que je n'affiche pas les commentaires à l'écran, hein. Ce sera donc essentiellement audio. C'est-à-dire que je vais pas donner les noms et les vignettes de ceux qui ont laissé les commentaires pour préserver un peu leur, entre guillemets, pseudo-anonymat. On n'est jamais anonyme sur Internet. Et donc pouvoir commenter leurs commentaires. Donc, je vais faire ça par les plus récents. Et puis ensuite, voilà. Alors, franchement, choisir un pays pour changer de vie me paraît insuffisant. Deux pays, c'est bien plus excitant. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, à vrai dire, ce qui coûte en expatriation, c'est le premier pas. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes pris la décision d'être expatrié, que vous avez pris l'avion, aller dans un endroit, et à ce moment-là, eh bien, voilà, ça y est, vous êtes expatrié, vous avez vécu cette expérience, on va dire, de partir dans un autre pays, et après, en fait, un, deux, il y a des expatriés qui font plusieurs pays, et d'ailleurs même, c'était la norme pour les gens qui étaient expatriés d'entreprises françaises, et qui faisaient comme ça un peu le tour du globe pour aller diriger qui une usine, qui un bureau de représentation, à droite à gauche sur la planète. Alors, les écoles supérieures qui font du pantouflage. Oui, enfin, ça c'est quelque chose d'assez connu et reconnu malheureusement. C'est aussi reconnu que l'ascenseur social a été complètement bloqué. Et pour ma part, je considère que c'est un retour des privilégiés de l'ancien régime. C'est-à-dire que quand on voit les gens qui sortent de ces écoles, alors il y a toujours effectivement des gens qui sortent de ces écoles supérieures et qui viennent, et quelque part qui ont été artificiellement mis dans ces écoles pour faire penser qu'il y avait un ascenseur social qui fonctionnait encore, mais la vérité c'est que ça fonctionne pas plus du tout. Et c'est vraiment le problème français. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le problème français. Parce qu'à partir du moment où vous avez des gens qui sont des privilégiés, bah, évidemment, ils veulent conserver leurs privilèges. Le fait qu'il y ait des gens qui viennent pas de ces milieux-là, déjà, ce sont des milieux intellectuels, ce sont des milieux riches. Alors, ça peut être des milieux pauvres intellectuels, hein, c'est pas la question, mais quelque part, il y a quand même une élite et c'est devenu absolument impossible pour des gens qui appartenaient ou appartiennent à la classe moyenne, on va dire, de pouvoir viser un peu ce niveau. Et donc rentrer dans ces écoles, etc. Encore une fois, il y a toujours des exceptions. On ne peut pas dire c'est du 100%. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est vraiment problématique. Alors, je suis entrepreneur en France depuis 16 ans. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ici c'est compliqué. Pas de personne pour travailler, métier en tension, l'administration c'est infernal, oui, bah oui.
Tout est problématique, on a le droit de rien faire, les charges c'est carrément disproportionné. Pour sortir un salaire, je fais 65 heures par semaine. Oui, c'est ça. Je veux dire, on oublie quand on parle de patron d'entreprise, on oublie que bah, les patrons, ils comptent pas leurs heures. Je devais acheter mes locaux commerciaux pour ma retraite. Le vendeur change d'avis. Je ne peux plus. Vu la complexité pour rien, ce sera la porte de sortie pour moi. Je compte me débarrasser de ma boîte, marre de payer pour rien et de perdre mon temps. Bah oui, c'est malheureusement. Perso, vu l'économie française qui se dégrade, avec une dette qui s'élève à... En fait, la dette, c'est pas 400 milliards, hein. La dette, c'est à plus de 300 milliards d'euros. La France, a beaucoup d'insécurité et de pauvreté. Bah oui, malheureusement. Alors, alors, il faut dire que les Français de 18 à 40 ans veulent immigrer ailleurs. Il y a vraiment une sorte de honte à utiliser le mot immigration. Chez certains Français, ils préfèrent dire expatriés. Dans ce cas, les étrangers qui viennent en France sont aussi des expatriés et non des migrants, comme vous dites. Non, il y a une définition qui est très claire pour expatrié, hein. Expatrié, c'est on part de manière entre guillemets temporaire. Il y a quelque part, en tout cas au départ, un projet de retour. Alors qu'on parle d'immigration quand on arrive dans un pays, on veut s'y installer, on veut prendre la nationalité et quelque part, on veut créer une famille, créer un foyer et destiné à y rester de manière définitive. Euh, Immigrer, c'est pas un gros mot. C'est juste la définition de ça. Euh, un Français qui serait entre guillemets immigré, ça serait ça serait pas un immigré, ça serait un émigré avec un E à la place de IM. Ça existait, hein, si vous regardez sur Wikipédia. Émigrés, c'est les gens qui, à la Révolution française par exemple, sont partis en Belgique ou en Suisse peut-être, enfin, ou dans des pays limitrophes. Donc, non, la distinction, elle est carrément claire. Je veux dire, on pourra parler d'immigrés ou d'émigrés français à partir du moment où euh, les Français considéreront que le retour en France ne sera plus jamais possible et qui vont immigrer pour des raisons et qui vont émigrer pardon, pour des raisons vraiment définitives. Ça veut dire en termes économiques, il y aurait plus de boulot. Voilà, il y aurait plus de. C'est vraiment quelque chose de très fondamental que l'expatriation n'est pas. L'expatriation, vous avez toujours la possibilité de revenir si vous le souhaitez. Donc pour l'instant, c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas encore de, il n'y a pas encore de d'immigration dans des Français, dans des pays, pardon, qui viennent de France. Je comprends bien le problématique, mais si vous voulez, vous aviez des immigrés italiens, des immigrés irlandais aux États-Unis. Voilà, ils partaient parce que l'Irlande, par exemple, a connu une très grave famine à une époque, et les gens n'avaient pas d'autre solution, c'est de partir, d'abandonner l'Irlande et d'aller aux États-Unis pour pouvoir trouver un avenir meilleur pour leur famille et reconstruire là-bas leur vie, devenir américain, etc. Donc ça, c'est de l'immigration. D'ailleurs, c'est pour ça que les Américains parlent de l'immigration. Pour eux, c'est très important parce que le pays s'est construit là-dessus, à vrai dire. Mais, et c'est pour ça que ils sont pas trop pro-expatriation, justement parce que l'expatriation, c'est différent.
Alors, quand tu voyages comme je le fais depuis la fin des années 80, tu te rends compte de la chance extraordinaire que nous avons, la protection sociale, la laïcité, la solidarité. Si vous avez un job et un toit, la France est exceptionnelle. Bah ouais, mais justement, il faut avoir un job, un toit. La solidarité, bon, ça a existé dans les campagnes en France, effectivement. Il y a la solidarité, je veux dire. C'est difficile de travailler à la campagne, enfin, où ça l'était difficile il y a des dizaines d'années, sans solidarité. La laïcité, ouais, bon, peut-être, je sais pas, ça dépend des pays. La protection sociale, oui, ça, j'aurais pas trop de commentaires à faire sur le sujet, vu que c'est un sujet que je connais pas trop. Ok, bon, je ne cite pas les commentaires que j'ai un peu de mal à lire. Franchement, il y a des commentaires, c'est pas que je veux pas répondre ou ce genre de choses-là, mais c'est carrément, je comprends pas du tout les tenants et les aboutissants. Euh, J'étais parti pour être un quasi-fonctionnaire de la recherche scientifique en biologie, biochimie avec un troisième cycle. Mais pas moyen d'avoir un poste fixe. J'étais contractuel, vacataire, INSERM, CNRS, etc. Mal payé de surcroît. Ok. Donc, une correspondance avec un Français qui vivait au Paraguay et ma décision fut prise. Certes, il ne manquait pas de pays très bien pour s'expatrier, mais souvent, soit ils étaient chers, soit ils demandaient d'avoir une bonne retraite. Or, le Paraguay me demandait que des formalités d'état civil, une bonne santé et c'est tout. Donc, il fut résident permanent en 2011. La vie reste un peu chère. Ok. Je loue un grand 3 pièces. Il y a pas, pas d'impôts locaux. La connexion, c'est de la fibre optique, ça c'est important. Clinique au top niveau. Les médicaments sont en vente libre dans les pharmacies. Ok. Ce n'est pas un pays touristique. Euh, c'est presque une Normandie. Que de vaches à voir. Mais c'est entouré de pays qui le sont. Il faut investir dans une grosse voiture 4x4. J'ai pu aller partout dans la cordillère. Donc c'est intéressant, c'est comme, euh, comme commentaire, en fait, c'est quelqu'un qui a été au Paraguay. Et il semblerait que le Paraguay, ce soit un pays qui est vraiment très intéressant. Et oui, on pense tous au départ, et ce à tout âge. Ouais. Ça, c'est la grosse surprise de cet article. Un tiers des Français entre 18 et 40 ans euh, souhaitent s'expatrier. Ça, c'est vraiment. Alors, la France ne tient plus que grâce aux boomers et retraités qui cotisent. Après, ce sera le tiers-monde et les gros problèmes. Je dis pas tous les mots pour pas avoir des problèmes avec YouTube, hein, la chaîne est vraiment trop petite. Euh, ouais. Moi, j'aime pas, puisqu'on en est là, j'aime pas du tout j'aime pas du tout le terme boomer. Je trouve que le terme boomer, c'est un terme qui ne correspond pas à une réalité. D'abord, dans les années de 70 à 90, les gens n'étaient pas tous riches, les gens n'étaient pas. Il y avait aussi des chômeurs, il y avait aussi des gens pauvres, euh, il y avait aussi des gens que la vie a vraiment très maltraités. Donc je comprends pas pourquoi on peut encore appeler en 2024 les gens qui ont cet âge-là des boomers. À la limite, qu'il y a un conflit de génération, je veux dire, c'est normal, hein, ça a toujours été le cas. Que les jeunes disent que les vieux ils comprennent rien à rien, pourquoi pas? Je veux dire, maintenant, dire que tous les vieux sont des riches, euh, là je trouve que c'est vraiment, d'abord c'est factuellement complètement faux.
Et puis en plus, moi j'ai l'impression quand même que ce terme-là, d'abord, boomer, ça veut pas dire, euh, c'est pas lié à l'âge. Ça a été utilisé par une politique par une représentante politique en Australie qui disait stop boomer. Mais boomer, c'est pas dans le sens des baby boomers en fait. C'était dans le sens de boomer, c'est comme le caisson de grave sur des sur une chaîne IFI. Vous savez, c'est un peu comme le Mozart de la finance actuellement, qui a une voix, je sais pas comment il fait, mais il modifie très clairement sa voix pour avoir l'air plus, plus je sais pas quoi en fait. Mais c'est ça en fait, boomer. Euh, mais sinon, à part ça, je veux dire, c'est les gens qui veulent vraiment diviser les Français, euh, qui ont insufflé ce mot-là à travers la, je sais pas, le débat politique en France. En plus, c'est même pas un mot qui est utilisé dans le débat politique, c'est surtout une insulte. Et je sais pas, moi, les gens qui traitent les autres de boomers, je sais pas, ils ont des parents, ils ont des grands-parents. Et qu'en est-il de leurs parents et de leurs grands-parents? Bon, ok. Alors, je fais partie des Français entrepreneurs de l'étranger. Euh, je serai ouvrir, donc il a deux crêperies avec des employés. Je serai heureux d'en ouvrir une en France quand les conditions seront favorables. Mais c'est ça en fait le truc, hein. C'est que il y a beaucoup. Moi, les chiffres m'ont pas trop surpris par contre de voir qu'il y avait 20% d'expatriés français qui en fait sont des créateurs d'entreprises, hein. C'est vraiment pas très étonnant parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont même pas déclarés au consulat, qui sont même pas déclarés dans les chambres de commerce ou dans des organismes de représentation, mais qui ouvrent des business à l'étranger. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une richesse de création qui devrait créer des emplois en France, mais parce que les conditions sont kafkaïennes, hein, c'est relié à tout le... C'est même pas une question de fiscalité, il faut être bien clair sur le sujet. Je veux dire, il y a des gens qui entreprennent dans des pays où la fiscalité, ça existe quand même, elle est plus forte qu'en France. Mais, mais il y a vraiment tout un rapport avec l'administration qui n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que au lieu d'avoir affaire à une hydre de papier et de trucs qui vous pourrissent la vie et qui vous font couler, en fait, hein, parce que pour faire vivre pour justifier les salaires des gens qui gèrent tous ces papiers, ben, il faut de la paperasse, il faut que cette paperasse existe. Le problème, c'est que si vous enlevez la paperasse, on n'arrête pas de parler de simplification, mais si vous enlevez la paperasse, bah, tous les gens qui gèrent la paperasse, ils deviennent inutiles. Donc, et c'est ça le problème. Et c'est vraiment uniquement d'ailleurs que ça le problème. Et truc, c'est que bah, tous les gens qui prennent des risques, ils peuvent pas gérer à la fois le risque et la paperasse, c'est pas possible. Donc ils sont obligés de partir à l'étranger. Et donc là, cette personne a créé euh, euh, 16 emplois, 16 emplois à l'étranger. Donc vous imaginez un peu, j'ai pris une moyenne hein, de... Si vous prenez 1 million de Français, il y en a 20% qui vont à l'étranger, qui créent des entreprises. Vous avez 200 000 créateurs d'entreprises qui partent. J'avais pris une moyenne de création de 5 postes de salariés. Pour 1 million de Français, ça veut dire qui partent, ça veut dire en fait vous avez 1 million d'emplois qui sont créés à l'étranger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la perte que ça représente pour la France. À l'heure actuelle, on estime à peu près entre 2,5 et 3 millions de Français. On va dire 2,5. Vous imaginez tout d'un coup 2,5 millions d'emplois créés en France, vous ramenez le chômage à zéro. C'est aussi simple que ça.
Donc, je sais pas si vous vous rendez compte un peu ce que ça coûte à la France. Je veux dire, actuellement, là, on a une dette de 3 000 milliards d'euros, hein. Si jamais toute cette richesse était restée en France, je ne parle pas en argent, hein, je parle en prise de risque, en création, en création de business. La France, elle était parmi les meilleurs pays auparavant, hein. Mais depuis que les Mozart de la finance et l'énarchie se sont emparés du pays, ben malheureusement, c'est comme ça. Et quand est-ce que ça changera? Ça, pour le coup, voilà. En fait, il faut quitter le capitalisme en restant chez soi, mais personne ne le comprend. Ouais, mais ça, c'est le gros truc des gens qui sont survivalistes, capitalistes, comment dire, autonomistes, machin. Mais ça, en fait, ça n'existe pas, c'est pas possible. Le, Ce qui fait l'organisation d'un pays, c'est pas le capitalisme. Le capitalisme, c'est les capitaux comme le nom l'indique. Et pour ne plus être en prise avec le capitalisme, il suffit pas de rester chez soi. Il faut carrément arrêter tout échange avec son prochain. Donc ça veut dire aller dans le désert et vivre dans le désert ou dans la forêt amazonienne. Pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, il faut aller vivre seul dans la forêt amazonienne. Si vous commencez à rentrer en contact avec une tribu sur place et que vous commencez à faire des échanges, vous allez vous retomber dans un modèle capitaliste. Même si ce sont que des échanges, à un moment donné, vous avez des échanges un troc. Vous pouvez avoir besoin, vous allez stocker de la nourriture pour pouvoir l'échanger contre autre chose. Voilà, vous arrivez dans un système capitaliste. Le système capitaliste, c'est un système de prise de risque donc, et d'échange. Donc voilà. Euh, Ça, c'est intéressant. J'ai pas pu répondre à ce commentaire. Pour ceux qui le peuvent, mais tous les jobs ou entreprises ne peuvent pas fonctionner uniquement en ligne. Les métiers manuels sont et seront encore plus à l'avenir des secteurs très recherchés à cause de la génération Z. Moi, j'aime pas les histoires de génération. Je vous le dis tout de suite. Euh, ah ouais, qui veut plus? Non. Je suis contre le fait de critiquer la génération machin, les boomers trucs. Ça, c'est pas vrai. Je veux dire, on retrouve des caractéristiques des gens qu'on appelle génération Z, des gens qu'on appelle génération X, Y, des gens qu'on appelle les boomers. On retrouve les caractéristiques partout. Je veux dire, enfin quand je veux dire partout, c'est en tout temps. C'est pas une histoire de en 2024, il se trouve qu'on a une génération Z ou une génération boomer. C'est pas vrai. Il y a eu des comportements comme ça, il y a bien avant et il y a bien après. Même si de nos jours on a les smartphones et que avant il n'y avait pas les smartphones, il y avait quand même avant des gens qui se conduisaient comme ce qu'on étiquette comme génération Z. Et moi je suis contre les jeunes qui critiquent les boomers et je suis contre les vieux qui critiquent la génération Z, Y, X ou je sais pas quoi. Enfin je veux dire, ça je suis vraiment pas d'accord. Un des qu'on critique les gens sur leurs opinions politiques pour faire un débat politique, moi ça me pose pas de problème, c'est normal, c'est la démocratie, il faut que ça soit comme ça. Par contre, l'histoire de mettre dans le même panier des générations entières, c'est juste fou. Ça veut dire c'est des gens qui comprennent rien à rien à la société, quoi. Ok. En tant que ok, expatrié, je m'en sors pas trop mal. Perso, les métiers en ligne, c'est pas du tout mon truc. Mais ça, je comprends que, que les métiers manuels, c'est pas des choses à abandonner, au contraire. En France, si tu veux gagner ta vie à coup sûr, fais un métier manuel, oui. Faut juste se bouger un peu et s'orienter intelligemment vers des métiers qui recherchent, type plombier, charpentier, maçon, pêcheur. Oui, oui, tout à fait. Ma stratégie au départ était de mettre suffisamment de côté
et d'utiliser mes temps libres pour monter une entreprise. Tout s'est accéléré pendant le Covid, je me suis retrouvé coincé aux Philippines et j'ai décidé de tenter ma chance plus vite que prévu. Non, mais tout à fait, je veux dire, bon, puisqu'on parle d'entreprise hein, assez régulièrement dans les commentaires, et que je trouve ça très bien, il faut bien voir une chose, c'est que monter une entreprise à l'étranger pour un Français ou pour un francophone, c'est vraiment monter, il faut que vous montiez des business de qualité. Enfin, moi je vous donnerais vraiment deux conseils. Deux conseils qui sont très importants, sinon vous vous en sortirez pas. Le premier, il est le plus important, c'est ne montez pas des trucs seuls. Il y en a pour qui ça marche, c'est très bien, mais ne montez jamais une entreprise seule. Soit vous êtes marié, vous êtes en couple, soit vous vous associez, mais monter seul, c'est vraiment une catastrophe. Et idéalement, il faut vraiment monter si vous êtes français, avec un autre français, par exemple. Si on vous impose, parce que dans certains pays, on vous impose un local hein, pour pouvoir avoir monté au capital, etc. Il faut que vous soyez deux Français. Donc ça veut dire il faut que vous soyez trois, etc. C'est vraiment quelque chose de fondamental. D'autre part, faites de la qualité. C'est vraiment important. Ça sert à rien de vouloir concurrencer les gens sur les prix. C'est ridicule. Vous n'y arrivez pas. Vous avez les capacités, la formation, l'expérience. Les Français sont reconnus pour faire du travail de qualité encore pour l'instant. Donc profitez-en, mais faites de la qualité. Alors, les Français qui se barrent sont des lâches, des traîtres. Ah ouais, bah oui, ça c'est souvent quelque chose qui revient, mais je dirais, si vous regardez les commentaires qu'il y a sur les chaînes américaines, par exemple, c'est pareil. Et en fait, sur les chaînes de tous les pays, quand il y a des gens qui vont à l'étranger, ils sont mal vus par ceux qui restent. Bon, c'est le lot. Je veux dire, à partir du moment où on est expatrié, on accepte quelque part d'être incompris chez soi. Je veux dire, on peut pas changer ça, et ça existe quel que soit le pays finalement. Euh, je pense que les expatriés doivent faire preuve de, comment dire, de pédagogie quelque part. Surtout pas mépriser les gens qui restent en France et qui peuvent pas partir. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et puis voilà. Ouais, actuellement, effectivement, il y a des annonces pour le départ vers des pays qui sont en guerre. Moi, je vous les recommande pas. J'ai laissé le commentaire parce que j'ai horreur de censurer. Je, je retire les commentaires, j'ai la possibilité de le faire quand il y a des insultes qui s'en prennent à d'autres gens qui font des commentaires. Ou ce genre de choses-là. Mais aussi, si vous incitez les gens à partir dans un pays en guerre, clairement, il y a de très fortes chances pour que je supprime le poste purement et simplement parce que je pense qu'on n'a pas le droit en fait de dire aux gens d'aller dans des pays en guerre, quoi. Je veux dire, de les tromper, de les tromper. Parce que vous savez pas comment ça peut tourner en fait, c'est ça. Si on vous dit oui, on vous donne un visa pour pouvoir venir librement dans le pays X, et puis, enfin, faut pas se leurrer, quoi. Je veux dire, pour les gens qui sont jamais sortis de France, peut-être ça peut paraître quelque chose de séduisant, mais si vous avez été dans des pays un peu totalitaires, le visa X, il peut très vite se transformer en obligation de service militaire ou ce genre de choses-là, ou en obligation de faire des choses bah, que vous allez regretter par la suite. Donc, c'est pas une bonne chose, à vrai dire.
on prend le chemin des pays à la dérive. Bah, clairement, on dérive. Enfin, je veux dire, quand on voit actuellement le sketch qui se passe au niveau politique, clairement, c'est déjà une dérive. Il y a 300 000, il y a 3000 milliards de dettes. Il y a depuis maintenant, je sais pas, 1 ou 2 mois, pas de gouvernement. Pour un pays comme la France qui est très centralisé, faut comprendre quand même une chose en creux, hein. C'est que même De Gaulle, il n'avait pas prévu que ça pourrait être le boxon à ce point-là, quoi. C'est dire. C'est dire à quel point on est à la dérive. Euh, Je ferai pas de commentaires sur les commentaires qui parlent des partis politiques. Je ne tiens pas spécialement. Sauf que ceux qui disent que voter pour la Macronie, c'est bien. À ce moment-là, je les censure direct. Alors, économie mondialisée dont chacun profite des avantages et schizophrénie de la dépendance aux aides publiques. Euh, le problème, le problème en France, je, je- le problème en France, c'est pas un problème d'aide publique. Déjà, la dette, elle est pas, c'est pas une question de dépendance aux aides publiques. Euh, le problème, c'est que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur l'information interdite. J'explique comment, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'économie, en fait, on a plombé la France au niveau économique parce que on n'a pas voulu, on a bloqué le développement des nouvelles technologies en France. La France aurait pu être un pays qui a les GAFAM. Vous voyez, les GAFAM, euh, Nvidia, Microsoft, Facebook, Google, tous ces trucs-là, ça aurait dû être français. Clairement, je le dis. C'est pas de l'exagération. C'est Ça aurait vraiment dû être français parce qu'on avait la technologie avant les autres. Il faut savoir quand même que à l'origine, Internet a été pensé par un Français. Je me rappelle plus de l'histoire tout à fait précise, mais ça a quand même été euh, fait par un Français tout à fait à l'origine. On avait la technologie, on avait tout ce qu'il fallait. Ça a été saboté. Il n'y a pas d'autre terme. Donc, si vous voulez, toute cette richesse, vous vous rendez compte, on a parlé en début des commentaires des créateurs d'entreprises qui étaient obligés de partir. Et finalement, la création d'emplois se faisait ailleurs. Maintenant, je vous parle du fait que les GAFAM auraient dû être français. Vous vous rendez compte un peu de la masse de richesse. Rien qu'avec ces deux points-là dont je vous ai parlé, la France aurait dû être peut-être dans les 3 premiers pays mondiaux en termes économiques. Et si vous regardez la géographie française, c'est pas non plus stupide. Je veux dire, euh, regardez un peu les champs cultivés, etc., l'agroalimentaire, tout ça. On est un des très rares pays en Europe ou même, enfin peut-être pas dans le monde, mais en tout cas un des très rares pays en Europe qui a cette capacité en termes de nature de pouvoir être autosuffisant en termes agroalimentaires et une tradition qu'avec, enfin je veux dire c'est... Voilà. Euh, Très sympa ton analyse, merci. La France est belle mais bien en déclin. Ouais, c'est triste. La France ressemble de plus en plus au Titanic, voilà pourquoi les Français veulent s'expatrier. Ouais. Au final, il ne restera que les gauchistes. Ils mourront de faim, tellement ils produisent peu et on pourra rentrer. Oui, je dois avouer que moi, ma prise de conscience du problème en France date de l'époque en fait où j'étais à Paris et
il y avait eu un boulevard pas loin d'où j'habitais, où il y avait personne. Il y avait pas de voiture. Vraiment, c'était un endroit calme où il y avait de la circulation, mais ça passait rapidement. Et puis un beau jour, il y a eu des décisions pour faire plaisir aux écologistes, et tout d'un coup, le truc s'est transformé, le boulevard s'est transformé en arbre de Noël. Il y avait un feu rouge tous les 50 mètres. Il y avait, comble de la subtilité, c'était un boulevard à quatre voies. Donc vous imaginez les voitures qui allaient dans un sens à droite et dans l'autre sens à gauche. Ben là non, en fait ils en ont transformé ça en un boulevard à quatre voies et chaque voie allait dans le sens inverse de sa voisine. Donc si vous voulez, c'était compliqué. À chaque fois, il fallait tourner la tête de tous les côtés pour pouvoir traverser la route, même en étant piéton, quoi. Donc c'était vraiment une folie. Il y a eu des accidents, voilà. Et il y a eu des bouchons qui ont été créés à cet endroit-là. De rien, from nowhere, quoi, je veux dire, de rien. Et à ce moment-là, je me suis dit, purée, si ça devient comme ça va être catastrophique. Et il y a une phrase hein, qui me reste à l'idée. Donc ça, c'est la ville de Paris, hein, puisque on parle en ce moment de la ville de Paris et des finances de la ville de Paris. Eh ben, il y a une très bonne phrase sur le sujet qui dit les écologistes, donnez-leur le désert, au bout de quelques années, ils seront obligés de racheter du sable. Alors, je ne sais pas si c'est... Probablement la phrase a été inventée par quelqu'un d'autre pour autre chose, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et je pense que bah, malheureusement, c'est comme ça. Et moi, ce qui me fait peur, c'est le jour, en fait, où, pour des raisons écologiques, ils vont prendre le contrôle de tout ce qui est les forêts, les lacs, les champs, etc. Et vont commencer à vouloir légiférer sur le sujet. Je pense que malheureusement, ça viendra un jour. Et là, ce sera pire que tout ce qu'on a pu imaginer jusqu'à maintenant. Enfin, je veux dire, c'est des systèmes de type communiste, hein, clairement. Mais voilà, c'est vraiment le truc. C'est terrible de laisser partir des créateurs d'entreprises. Ouais, bah ouais. Selon le dicton, l'herbe est plus verte ailleurs. Après, la France, c'est un savoir-faire, une histoire, une culture. Chacun est libre de s'y intéresser. La France fait rêver les étrangers. Ouais. Ça, c'était vrai jusqu'à une certaine époque. Je veux dire, il y a 30 ans, effectivement, la France, c'était un pays assez exemplaire où les gens voulaient venir. Maintenant, il faut aller vivre à l'étranger pour se rendre compte que il y a pas mal de pays, en fait, dont le niveau de vie, avec l'émergence d'une classe moyenne, ben finalement, est en train d'arriver à être celui de la France. Enfin, je veux dire, il faut regarder surtout ce qui est important, hein, c'est regarder le PIB par habitant. Quand vous regardez un pays, quand vous allez en expatriation, c'est une des premières variables qu'il faut regarder, le PIB par habitant. Et vous allez voir, la France, elle est dans les, je sais pas, 30e, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Alors que normalement, on devrait être dans les 5 premiers. Et là, on est vraiment en 30e position. Donc, c'est vous dire un peu le nombre de pays qui nous sont passés devant. Et je parle même pas des pays comme la Chine, des pays comme la Chine où vous avez une moyenne qui se fait sur 1,4 milliard d'habitants, mais vous avez peut-être, je sais pas moi, des dizaines de millions, peut-être la valeur de la France, qui vivent avec un niveau de vie comme les Français. Donc c'est voilà. Un créateur d'entreprise, c'est quelqu'un de courageux, d'entreprenant, indépendant d'esprit, exactement le contraire de quelqu'un qui a passé très longtemps sur les bancs d'école à faire tout ce qu'on lui dit de faire, à penser dans un cadre, etc. Non, enfin, c'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, un créateur d'entreprise, c'est un manager, c'est un leader. Je veux dire, à un moment donné, même si vous créez une boulangerie, vous êtes un manager, vous êtes un leader. C'est comme ça que ça marche. Euh, mais
pour en arriver là, il faut des qualités personnelles, il faut des qualités innées. C'est pas des qualités que vous pouvez apprendre. C'est à la naissance, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont faits pour diriger et il y a des gens qui sont faits pour exécuter. C'est pas que ceux qui sont faits pour exécuter doivent être mis à un niveau plus bas que ceux qui sont faits pour diriger, mais c'est simplement que ça fait partie des besoins humains. Je veux dire, ça fait partie des besoins de la vie. Vous prenez une meute de loups, euh, et ben vous avez des mâles alpha, voilà, et les managers, les créateurs d'entreprises font partie des mâles alpha. Alors, c'est comme ça, c'est normal. Et les autres ont besoin des mâles alpha. C'est pas qu'ils sont en dessous, c'est qu'ils ont besoin du mâle alpha pour structurer la société, pour structurer le groupe. Il n'y a rien de mal à ça. Simplement, comme dans une meute, il faut que le mâle alpha, il prenne soin aussi des autres qui sont pas alpha. C'est ça, en fait, le truc. C'est ça qui est important. Et, euh, et donc, et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et quelqu'un qui a fait un diplôme n'est pas un mâle alpha, voilà, parce qu'il a fait un diplôme. Il est mâle alpha parce qu'il a les qualités personnelles. Après, il a fait un diplôme ou pas de diplôme, peu importe. Je veux dire, il peut même avoir fait l'ENA, vous voyez, si je suis... Le problème, c'est qu'il y a effectivement certaines formations qui peuvent sélectionner des gens qui naturellement ne sont pas des mâles alpha. Hein. C'est-à-dire, vous allez sélectionner, de par la manière dont est structuré le diplôme ou structuré la formation, vous allez sélectionner, c'est comme ça, des gens qui ne sont pas des mâles alpha. Des gens qui sont normalement faits pour avoir le rôle d'exécutant. Et encore une fois, hein, c'est pas dit de manière péjorative. Hein. Moi, je pense que euh, les exécutants ont autant de valeur que le manager, mais il faut les deux. Enfin, je veux dire, ça, c'est une équipe, ça fonctionne ensemble. Euh, et donc voilà, c'est le problème. Tant qu'on n'aura pas compris, d'ailleurs, c'est valable pour les gens qui votent aux élections, pour les électeurs. Je veux dire, tant que vous ne comprendrez pas que il faut voter pour un mâle alpha et non pas pour un diplômé, eh ben, la France ira à volo. À volo. Et plus à l'eau qu'à veau d'ailleurs. On ne dit pas expatriation, on dit immigration, assumer le statut. Non, j'ai expliqué pourquoi, encore une fois. Expatriation, c'est un projet, à l'origine en tout cas, temporaire. On ne veut pas prendre la nationalité du pays dans lequel on arrive. On ne veut pas y installer, on ne veut pas créer une famille, etc. On veut venir là de manière temporaire, créer de la richesse éventuellement, travailler, etc. Mais ensuite, il y a quand même le projet de retour. Et si on devait parler de immigration, on dirait émigration et non pas immigration. Immigration, c'est le pays dans lequel vous arrivez. Vous êtes un immigré parce que vous arrivez dans le pays. Quand vous partez, vous êtes un émigré. D'ailleurs, quand le terme immigré sera émigré avec un E sera dans le discours public français, là je crois que c'est le temps d'émigrer justement. Alors, je suis marié depuis 2014, je ne le regrette pas. En venant en France, elle a pu reprendre ses études, trouver un travail. Notre objectif est d'investir à l'étranger, de pouvoir et pourquoi pas quitter la France, car elle a perdu de sa superbe. C'est regrettable pour un pays qui était considéré comme un phare dans le monde. Oui, la France malade de ses politiques. Oui, la France était considérée comme un phare dans le monde et ce n'est plus le cas, mais il faut comprendre pourquoi. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé sur ce soi-disant rayonnement culturel de la France. C'est absolument une perte d'argent inutile et ridicule. Les pays ne sont pas rayonnants, hein, un phare dans le monde, les pays ne sont pas rayonnants parce qu'ils ont une bonne culture. Ils sont rayonnants parce qu'ils réussissent bien au niveau économique ou militaire. Ça a été le cas de la France. On était les premiers
parce que on était les meilleurs au niveau économique et les meilleurs militaires à une époque. L'Angleterre, c'est pareil, l'Espagne, c'est pareil, Rome, c'est pareil. Voilà, c'est un sous-produit. La culture, c'est un sous-produit de la réussite économique. C'est pas du tout, contrairement à ce qu'on veut faire croire, c'est pas du tout quelque chose de dominant en tant que tel. Pas du tout. C'est juste une résultante, un sous-produit. Euh, Ah ouais. Ouais, ça c'est un truc intéressant. Arrêtez d'aller dans les pays tiers pour voler le travail et les femmes des autres. Le mariage mixte est une catastrophe pour les hommes sur place. Vous détruisez tout sur votre passage. Ça c'est une remarque intéressante. Je pense qu'effectivement, effectivement, je pense que quand on va dans un pays tiers, il y a certaines façons de se comporter. Et je pense que ça rentre aussi dans le cas. Euh, c'est des problématiques typiques de contact entre civilisations, etc. Donc ça demande un traitement, un commentaire qui sont un peu plus subtils. Je veux dire, moi, j'avais répondu à ça que les expatriés sont à 20% des créateurs d'entreprises. Ils créent du travail. Donc, ça veut dire, quand vous voyez un expatrié qui arrive dans un pays, bon, on ne peut pas dire qu'ils veulent le travail, puisqu'ils créent de l'emploi, mine de rien, quelque part. Je veux dire, il y a 20% des créateurs d'entreprises. Si on prend une moyenne euh, de 5 salariés par création d'entreprise, en fait, je pense que en termes de travail, le fait d'avoir des Français qui arrivent, c'est plutôt une bonne chose en termes de... Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi, mais ça crée pas seulement de l'emploi, en fait. C'est-à-dire que tous les bénéfices qui auraient dû être diffusés en France sont récupérés dans les pays tiers. Mais ça, je l'ai vécu, hein. Ça va être par exemple, c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question aussi de savoir-faire. Donc il y a quelque part le savoir-faire qui va aussi être implémenté dans le pays d'accueil, euh, des questions d'organisation, de choses comme ça. Et quelque part, ça tire l'économie des pays dans lesquels les gens créent des entreprises vers le haut. Et quelque part, ça tire vers le bas la France de perdre tous ces gens-là. Parce que quelque part, euh, quand on est créateur d'entreprise, il y a une certaine, on est manager encore une fois, donc il y a une certaine exemplarité. Donc quelque part, il y a une émulation qui se crée. Et autour d'une création d'entreprise par un étranger, par un Français à l'étranger, eh ben vous avez tout un business quand même qui se crée, etc. Donc finalement, je pense que personnellement, c'est plutôt très bénéfique. Je veux dire, euh, des pays comme, euh, des pays comme la Chine, clairement, hein, mais il y a d'autres pays ne se seraient pas développés aussi rapidement s'il n'y avait pas eu toute cette expatriation d'étrangers. Et là, pour le coup, c'est pas que des Français. Ça va être soit des Chinois qui revenaient de l'étranger, soit les Japonais, soit les Asiatiques qui ont été très présents en Chine pour développer la Chine. Mais ça va être aussi les Français, les Anglais, les Américains. Euh, Shanghai, par exemple, qui est une ville qui rayonne dans le monde, il faut bien savoir une chose, c'est que la partie, disons, business, etc., de Shanghai, elle a été créée par les Français et les Anglais, hein, sur un marécage qui leur avait été laissé à l'époque par les Chinois. Donc voilà, comprenez bien que il n'y a pas que des désavantages aussi à ce sujet-là. Après, il y a l'histoire des femmes et du mariage mixte. Je veux dire, voilà, ça c'est le genre de truc. Euh, Ça demande une vidéo pour traiter d'un sujet aussi délicat et ça demande
une vidéo réfléchie pour traiter de ce type de sujet. Bon, c'est pas un sujet très simple, c'est vrai. Alors, des lâcheurs incultes, voilà, ça c'est le genre de truc qu'on retrouve. Mais je veux dire, un expatrié peut pas lutter contre ça. Je veux dire, clairement, on peut pas. Venez en Thaïlande, c'est le paradis ici. Les rats quittent le navire. J'avais répondu, les rats sont des animaux intelligents. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Franchement. Ouais, ça c'est intéressant. Il y a quelques jours, je discutais avec un médecin chinois à l'hôpital. Elle me disait mot pour mot, les Français s'en rendent pas compte, mais la France est plus communiste que la Chine. Ça c'est intéressant, le rapport entre la France et la Chine. C'est vraiment très intéressant. En rajoutant, je sais de quoi je parle. Comme ça fait des années que j'ai pris conscience de cet état et j'ai abondé en son sens. Par conséquent, les Français en ont marre de la prison France, fuient tant qu'ils le peuvent encore faire. Ce qui est intéressant, c'est les rapports entre la France et la Chine. On s'en aperçoit pas. Et je pense que les jeunes, encore peut-être moins que que les boomers, c'est en fait, déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que la, la politique en Chine, elle existe. Elle n'est pas, contrairement à ce qu'on raconte, ce que racontent les médias qui font ça pour vendre du papier raconte, la politique, ça existe en Chine. Simplement, vous avez une classe politique avec toutes les tendances que vous allez retrouver en France. Extrême droite, extrême gauche, centre, droite, gauche, libérale. Peut-être même vous avez d'ailleurs plus de couleurs politiques qu'en France. Parce qu'ils ont des gens politiques qui sont vraiment des libéraux au sens économique du terme. Ils ont des gens qui sont vraiment de gauche, nationalisation, etc. Ils ont tout ça en Chine. Ils ont toute cette richesse et ils ont toute cette diversité politique. Le le seul point très important, c'est que ça, c'est interdit à la communication à l'extérieur du Parti communiste. C'est-à-dire que ça existe, mais ça reste dans le cadre. C'est un peu, si vous voulez, comme, en gros, l'énarchie en France. Tous les partis politiques français, voilà, ils sont à l'Assemblée nationale, et vous imaginez que bah, tous ces gens-là, donc eux et puis les militants des partis en question, eh ben, ils aient rien le droit de dire, et ils aient leurs idées, hein. Ils gardent leurs mêmes idées qu'ils ont actuellement, mais ils n'ont pas le droit de les diffuser en public. Donc ils doivent en débattre entre eux, mais c'est interdit à diffuser au public. Et ils ont une carte d'un parti unique, on peut appeler ça le parti politique français. C'est un peu l'idée. Eh ben, c'est comme ça que ça se passe en Chine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la relation entre la Chine et la France, elle n'est pas si distante que ça. C'est-à-dire que je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps que bah, les Français avaient créé avec les Anglais la Shanghai Business. Hein, vous avez le quartier français, vous avez les arbres et les platanes, on les appelle les arbres français à Shanghai. Les Français ne se rendent pas compte, mais la France est plus communiste que la Chine. Mais il faut savoir que en fait, les communistes chinois, je crois que c'était comment il s'appelait Chu Enlai, je crois que c'était lui, ont vécu près du, alors, je sais pas, dans le 13e arrondissement de Paris, c'est vrai, c'est pas une blague, hein, c'est près de la place d'Italie, je crois, vous avez une petite rue dans laquelle vous avez les anciens, peut-être même Deng Xiaoping, je suis pas trop sûr, mais en tout cas, il y avait une relation assez forte avec la France, donc probablement les communistes français. Enfin, il y avait vraiment une relation qui était assez particulière. Et une fois, j'avais demandé, quand j'étais en Chine, j'avais demandé à une prof, ma prof de chinois, et on discutait de la Révolution française. Et elle me disait, pour nous, la Révolution française, c'est pas, ce qui compte, c'est pas celle de 1789, mais c'est la Commune de Paris en 1870. Donc ça vous donne un peu une image du truc, hein, vous voyez, un peu une image de la chose. Et, et c'est vrai que vous avez donc un peu cette espèce de truc fermé
revendiquée hein, comme telle hein, par les Chinois, c'est dû à leur histoire. De plus, la Chine, c'est un pays qui est extrêmement bureaucratique, comme la France quelque part. C'est un pays ancien. Ils recrutaient, il y a 2000 ans de ça, hein, vous m'entendez bien, 2000 ans de ça, les fonctionnaires. Hein, donc c'est pas nouveau, quoi. Je veux dire, le communisme, il n'a pas inventé la bureaucratie en Chine. C'était préexistant depuis longtemps. Les fonctionnaires étaient recrutés par des concours, tiens. C'est exactement comme ce qui se passe en France, pareil, avec les mêmes dérives, mêmes problèmes, mêmes caractéristiques. Vous aviez des préfets, les préfets, vous avez tout ce système-là, en fait, qui était comment dire, assez proche de finalement de ce qu'on connaît en France. Et maintenant, bah, vous avez une classe politique qui est assez fermée finalement, un peu comme le Parti communiste chinois. Et puis vous avez toute la bureaucratie. Je veux dire, vous avez toute la bureaucratie que même la Chine, ils auraient honte d'avoir une bureaucratie pareille. Enfin, je veux dire, c'est c'est un truc de fou, hein. Franchement, c'est un truc de fou. Il y a dans la Chine communiste, enfin, non, la Chine, elle n'est plus, si elle n'a jamais été communiste, parce que beaucoup de médias confondent, en fait, journalistes confondent communisme et confucianisme. Donc, ils s'imaginent que, voilà, ils sont incultes, donc ils comprennent pas trop la différence, les pauvres. Et donc, je m'égare, mais bon, voilà. Mais c'est vrai. Les individus fuient les pays communistes, or la France est communiste. L'État s'est immiscé, voilà, l'État s'est immiscé dans tous les domaines, vie sociale, vie économique, vie privée, contrôle l'information, censure l'information, avec une monstrueuse bureaucratie soviétiforme, parasite qui grossit chaque jour un peu plus pour mieux contrôler, normer nos vies et nous piller dès que nous levons le petit doigt. Bah oui, c'est pour ça que les gens partent. Il est donc normal que de nombreux Français veulent fuir. Moi, je suis pas du tout d'accord pour cracher sur l'assistanat parce que je trouve que c'est le devoir de l'État de protéger les plus faibles. Le mâle alpha, il est là pour protéger les plus faibles aussi. Je veux dire, le mâle alpha est pas quelqu'un qui crache sur les plus faibles. Il est là pour faire en sorte pour que tout le monde mange sa part du gâteau et c'est normal. Hein. Fuyez la France et fuyez le Canada aussi. Je sais pas. Je connais pas le Canada. Bon, je suis désolé pour les autres. Je crois que j'ai pris pas mal de temps. Je dois être en début des commentaires. Mais ça fait déjà 1 heure en fait que la vidéo tourne. Donc je vais en rester là pour ces commentaires. Bon, n'hésitez pas à en mettre sous cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, hein, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.